Bonjour à mes abonnés, bienvenue sur la chaîne, installez-vous confortablement, vous êtes chez vous. Et si ton meilleur ami disparaissait du jour au lendemain sans laisser la moindre trace, et que tu apprenais qu'il n'est pas bloqué dans notre réalité, mais prisonnier d'un monde parallèle obscur et létal? Et si un laboratoire ultra secret, caché au milieu de ta propre ville, menait des expériences interdites sur des enfants et que l'un d'eux développait des pouvoirs surnaturels? Bienvenue dans Stranger Things, la série culte qui fusionne l'esthétique des années 80 avec de la science-fiction, de l'horreur et une dose massive de nostalgie. Dans cette vidéo, tu vas avoir le récapitulatif complet de la saison 1 à la saison 4. Surtout, reste bien jusqu'à la toute fin, parce que ce qui arrive dans la saison 4 change absolument tout. On y va. Tout démarre à Hawkins, en Indiana, avec la disparition inexpliquée du jeune Will Byers. Pour la plupart des gens, ce n'est qu'une banale affaire de disparition, mais les meilleurs amis de Will, Mike Wheeler, Dustin Henderson et Lucas Sinclair, sentent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus terrifiant derrière tout ça. En partant à sa recherche, ils tombent nez à nez avec une fille étrange, le crâne rasé, qui dit s'appeler Eleven. Eleven vient de s'évader d'un complexe gouvernemental ultra sécurisé, le laboratoire national de Hawkins, où elle a servi de cobaye à des expériences qui lui ont conféré des dons de psychokinésie. Eleven accepte d'utiliser ses capacités pour aider sa nouvelle bande d'amis à retrouver Will et à le ramener, pendant que Mike, Dustin et Lucas lui font découvrir ce que c'est que d'avoir une enfance normale. Et au fil du temps, des sentiments amoureux commencent à naître entre Mike et Eleven. On découvre alors que Will est retenu captif dans une autre dimension, sombre et angoissante, que l'on appelle le monde à l'envers. Le laboratoire de Hawkins étudiait justement cette dimension, qui est peuplée de créatures abominables, les Démogorgons. Depuis cet autre monde, où il réussit à entrer en communication avec sa mère Joyce, qui depuis le premier jour était persuadée qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple fugue. Joyce parvient à convaincre le shérif Jim Hopper, plutôt désabusé au début, de mener une enquête hors des sentiers battus. Quand Hopper commence à se douter que les expériences menées au labo de Hawkins ont un lien avec la disparition de Will, les hautes sphères font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ça ne fait que décupler sa détermination à découvrir la vérité par lui-même. En parallèle, la grande sœur de Mike, Nancy, est en couple avec le bad boy populaire à la chevelure parfaite Steve Harrington. Lorsque son ami Barb disparaît à son tour, Nancy fait équipe avec Jonathan, le grand frère marginal de Will qui est constamment pris pour cible par la bande de Steve, pour élucider les phénomènes bizarres qui frappent leur petite ville. Ils sont loin d'imaginer que Barb a été aspirée dans le monde à l'envers et qu'Ellie a été assassinée par un démogorgon. Et qu'ils doivent faire vite s'ils veulent éviter à Will de subir le même destin. Vers la fin de la saison 1, tous les personnages se rapprochent dangereusement de la vérité et se retrouvent dans des situations de plus en plus périlleuses. Hopper et Joyce empruntent un portail situé dans le laboratoire de Hawkins pour pénétrer dans le monde à l'envers et secourir Will. Pour Hopper, c'est aussi une forme de rédemption, lui qui n'a jamais surmonté la mort de sa petite fille Sarah, emportée par un cancer. De leur côté, Nancy et Jonathan élaborent un piège pour éliminer le démogorgon en l'attirant dans la maison des Byers. Steve, qui n'est au courant de rien, débarque au plus mauvais moment et se retrouve embarqué dans l'affrontement. À eux trois, ils parviennent à blesser la créature, mais elle parvient à s'enfuir. Le directeur du laboratoire de Hawkins, le docteur Martin Brenner, lance ses hommes pour traquer Eleven et ses amis au collège de la ville. Le démogorgon, blessé, refait surface, massacre apparemment Brenner et son équipe et s'en prend à Eleven, Mike, Dustin et Lucas. Eleven déploie toute sa puissance pour anéantir le monstre, au prix de ce qui semble être son propre sacrifice. À la clôture de la saison, Hopper dépose des gaufres égaux, le péché mignon d'Eleven, au milieu de la forêt, ce qui laisse entendre qu'elle aurait peut-être survécu. Will Byers est bien rentré chez lui sain et sauf, mais dans une scène post-générique, il vomit une sorte de limace et a une hallucination du monde à l'envers. Le signe qu'il est loin d'être tiré d'affaire. La saison 2 reprend presque un an après les événements de la première saison. Mike n'a toujours pas perdu espoir de retrouver Eleven d'une manière ou d'une autre. Will est hanté par des visions de plus en plus effrayantes du monde à l'envers, pendant que Dustin et Lucas commencent à se disputer les faveurs de la nouvelle venue, Max. Côté cœur, tout bouge aussi. Nancy et Steve se séparent et Joyce s'est trouvé un nouveau compagnon, le gentil Bob. Et oui, Eleven est bel et bien en vie, en pleine forme, et elle a vécu tout ce temps caché avec Hopper dans une cabane perdue dans les bois. Même si Hopper assure que cette clandestinité est nécessaire pour la protéger, Eleven devient de plus en plus furieuse et frustrée contre son nouveau père adoptif. Elle finit par désobéir et part à la recherche de Mike.
Mais en le voyant avec Max et en croyant à tort qu'il la drague, elle renonce à le revoir. Elle décide alors de partir à la recherche de sa vraie mère, dont elle a été arrachée à la naissance. Elle retrouve sa mère dans un état végétatif, l'esprit détruit par ce qu'elle a vécu au laboratoire de Hawkins. Elle continue alors son périple et tombe sur Callie, une autre jeune fille qui a été utilisée comme cobaye par le docteur Brenner. Callie prend Eleven sous son aile et lui montre comment se servir de sa colère pour décupler sa force. Pendant ce temps, on apprend que Will a été contaminé par une entité maléfique faite d'ombre connue sous le nom de flagelleur mental. Will se met à griffonner des dessins qui semblent n'avoir aucun sens, mais qui s'avèrent être le plan d'un immense réseau de tunnels du monde à l'envers qui s'étend sous Hawkins. Le laboratoire de Hawkins a changé de direction. Le docteur Owens essaie de réparer les dégâts du passé. Ils veulent faire sauter les tunnels, mais cela inflige une souffrance atroce à Will. Le docteur Owens comprend que détruire entièrement les tunnels pourrait tuer Will. Mais le flagelleur mental n'est pas la seule menace qui plane. Une meute de jeunes démogorgons en liberté, surnommés les démogorgos, est lâchée dans la nature. Steve Harrington, fraîchement célibataire et le cœur brisé, s'allie à Max, Lucas et Dustin, ce dernier ayant recueilli un démogorgo qu'il a appelé Dar, pour stopper les monstres. Ils affrontent les démogorgos et les traquent jusqu'au laboratoire de Hawkins. Sur le chemin, ils retrouvent Nancy et Jonathan, qui tentent de révéler la vérité sur le monde à l'envers au grand jour, pour que justice soit enfin rendue à Barb. Dans le labo de Hawkins, Hopper, Joyce, Bob, Mike, Will et le docteur Owens sont pris au piège par les démogorgos. Le docteur Owens reste en arrière pour couvrir la fuite des autres hors du labo envahi, pendant que Bob se sacrifie pour les sauver. Tout le groupe se réfugie ensuite dans la maison des Bailleurs, avec les démogorgos toujours à leur trousse. Et c'est exactement à ce moment-là qu'Eleven fait enfin son grand retour. Elle a ressenti que Mike était en danger et vient sauver tout le monde en écrasant les créatures. Après des retrouvailles émouvantes mais rapides, le groupe met au point un stratagème pour vaincre le flagelleur mental et ainsi libérer Will et sauver toute la ville. Joyce, Nancy et Jonathan emmènent Will dans la cabane de Hopper, où ils le soumettent à une chaleur extrême pour brûler le virus du flagelleur mental qui est en lui. De leur côté, Steve emmène les autres gamins dans les tunnels du monde à l'envers, qu'ils peuvent désormais détruire sans risquer de blesser Will. C'est aussi une manœuvre de diversion pour éloigner les derniers démogorgos du labo de Hawkins. Hopper et Eleven retournent au laboratoire pour refermer définitivement le portail vers le monde à l'envers. Eleven parvient à utiliser ses pouvoirs pour sceller l'ouverture et par la même occasion tuer tous les démogorgons restants, y compris le pauvre Dar. À la fin de la saison, Hopper obtient du docteur Owens un faux certificat de naissance pour Eleven, afin qu'elle puisse vivre officiellement comme une ado normale. Le laboratoire de Hawkins est fermé pour de bon après que Nancy et Jonathan se sont associés aux journalistes discrédités et conspirationnistes Murray Bowman pour faire éclater au grand jour les expériences abominables du laboratoire. Lors du bal du collège, tout semble enfin être revenu à la normale. Steve aide Dustin à avoir la classe, Lucas et Max s'embrassent, Mike et Eleven s'embrassent eux aussi, mais on découvre ensuite que le flagelleur mental est toujours en vie. Il se dresse, immense, au-dessus de l'école et observe nos héros de loin. Dans la saison 3, les gamins de Hawkins essaient de tourner la page sur leur passé mouvementé et de vivre une vie d'ado tout à fait ordinaire. Dustin revient du camp de vacances d'été et prétend avoir une nouvelle copine qui s'appelle Suzy, une relation longue distance que ses copains prennent pour une invention. Max et Lucas vivent une relation en dents de scie, tandis que Mike et Eleven filent toujours le parfait amour. Tellement parfait ensemble que Hopper se transforme en père ultra protecteur et menace Mike de rester éloigné d'Eleven. Cette pression finit par peser sur leur couple, au point qu'Eleven décide de rompre avec Mike. Le tout nouveau centre commercial Starcourt Mall devient le nouveau QG des jeunes. Du côté des adultes, Steve ne sait plus trop quoi faire de sa vie et décroche un petit boulot au glacier Scoopawa à l'intérieur du centre commercial. Là-bas, il se lie d'amitié avec sa nouvelle collègue Robin et commence à la draguer. Jonathan et Nancy obtiennent des stages au journal local Hawkins Post, tandis que Hopper développe des sentiments amoureux pour Joyce, qui fait mine de l'ignorer. Quand Dustin essaie d'entrer en contact radio avec Suzy, il intercepte par erreur une transmission étrange en russe. Il s'associe avec Steve, Robin et Erika, la petite sœur de Lucas, pour déchiffrer le message. C'est ainsi qu'il réalise que les Russes font entrer clandestinement des cargaisons dans le centre commercial la nuit. En poussant l'investigation, le groupe découvre un ascenseur secret qui descend vers un laboratoire souterrain russe. À l'intérieur, il tombe sur des scientifiques qui tentent de rouvrir le portail vers le monde à l'envers. Steve et Robin se font capturer et interroger par les Russes,
mais Dustin et Erika viennent à leur secours. Après avoir frôlé la mort, Steve avoue ses sentiments à Robin, et c'est à ce moment que Robin révèle qu'elle est lesbienne. Pendant ce temps, Joyce remarque un phénomène étrange de démagnétisation chez elle et à son travail. Elle demande à Hopper de l'aider à comprendre ce qui se passe. Au début, ils pensent que le laboratoire de Hawkins est à nouveau impliqué, mais ils finissent par apprendre grâce au maire Verrecline que les Russes ont racheté à Hawkins tout un tas de bâtiments à l'abandon, y compris le centre commercial. Finalement, Hopper et Joyce se lient d'amitié avec un scientifique russe sympathique Alexei, qui ne parle malheureusement pas un mot d'anglais. Ils l'amènent chez le conspirationniste Murray Bauman, qui va leur servir d'interprète. Alexei confirme que les Russes veulent rouvrir le portail sous le Starcourt Mall, mais le militaire russe Grigori les traque et assassine Alexei pour le punir de sa trahison. De leur côté, Nancy et Jonathan enquêtent sur la maison d'une vieille dame, Madame Driscoll, qui s'inquiète parce que des rats sauvages dévorent l'engrais de son jardin. Ils se rendent compte que ce n'est pas un cas isolé. Dans toute la ville, des rats se mettent à manger de l'engrais. Puis Madame Driscoll elle-même se met à ingurgiter de l'engrais et Nancy et Jonathan comprennent qu'elle est possédée par le flagelleur mental. Le grand demi-frère de Max, Billy, est lui aussi contrôlé par le flagelleur mental, qui s'en sert pour constituer une armée d'autres personnes possédées. Eleven s'immisce dans l'esprit de Billy grâce à ses pouvoirs pour localiser le flagelleur mental. Elle découvre alors que la créature veut l'éliminer, pour se venger de la fermeture du portail en saison 2. L'armée de possédés commence à fusionner en une gigantesque masse organique, qui est la forme physique du flagelleur mental. Cette entité attaque le groupe d'Eleven et la blesse gravement. Le groupe s'unit alors à Nancy et Jonathan pour aller sauver Steve, Robin, Dustin et Erika qui sont coincés dans le centre commercial. Eleven terrasse les soldats russes, mais elle s'effondre à cause de sa blessure. Quand elle se rend compte qu'un morceau du flagelleur mental est resté logé en elle, elle l'extirpe, mais perd d'un coup l'intégralité de ses pouvoirs. Hopper, Joyce et Murray atteignent le centre commercial pour secourir les enfants et anéantir la machine russe qui ouvre le nouveau portail. Au moment où les enfants veulent s'échapper, ils se retrouvent enfermés dans le centre commercial par Billy et le flagelleur mental. Eleven parvient à toucher Billy en plein cœur en lui faisant revivre son plus beau souvenir d'enfance avec sa mère aujourd'hui décédée. Billy prend alors conscience de toutes les horreurs qu'il a commises et se sacrifie pour protéger sa sœur Max et ses amis. Dans le labo souterrain, Hopper, Joyce et Murray foncent vers la machine, guidés à distance par Dustin à la radio. Pour l'arrêter, ils doivent ouvrir un coffre-fort qui contient les clés de sécurité indispensables. Le verrou ne s'ouvre qu'en résolvant une équation de mécanique quantique, la constante de Planck. Heureusement, Dustin sait exactement à qui demander. Il appelle sa petite amie Suzy qui existe vraiment. Suzy, qui n'a aucune idée de la gravité de la situation, oblige Dustin à chanter d'abord avec elle le duo de l'histoire sans fin, avant de lui donner la réponse. Hopper et Joyce ouvrent le coffre, récupèrent les clés et s'apprêtent à désactiver la machine. Mais c'est à ce moment que Grigori surgit et s'en prend à Hopper. Hopper l'élimine en le projetant dans la machine, ce qui provoque cependant la défaillance totale du système. Sans aucune issue pour s'enfuir, Hopper fait signe à Joyce de détruire malgré tout la machine. Le cœur lourd, Joyce tourne la clé. Le portail se referme et la journée est sauvée, mais Hopper semble avoir été désintégré. Avec la fermeture du portail, le flagelleur mental présent dans le centre commercial meurt également. 3 mois plus tard, le centre commercial Starcourt est en ruine et le maire Klein est arrêté. La famille Bayer recueille Eleven, qui se retrouve sans parents et sans pouvoir, et quitte Hawkins pour de bon. Mike et Eleven se déclarent une dernière fois leur amour avant d'être séparés. Pendant ce temps, en Russie, on découvre que Hopper est en réalité toujours vivant, retenu prisonnier, tandis que ses geôliers poursuivent leurs expériences sur le monde à l'envers et ses créatures dangereuses. La saison 4 commence 6 mois après les événements de la saison 3. Le groupe est éclaté. Eleven, Will, Jonathan et Joyce ont déménagé en Californie, tandis que Mike, Dustin, Lucas et Max sont restés à Hawkins. Eleven a beaucoup de mal à s'intégrer à sa nouvelle vie, d'autant plus qu'elle doit apprendre à vivre sans ses pouvoirs et qu'elle est victime de harcèlement à l'école. Mike vient lui rendre visite pendant les vacances de printemps, mais leur relation est fragilisée par des non-dits et des doutes. À Hawkins, une série de meurtres étranges est commise, qui commence toujours par des visions et des migraines atroces chez les victimes. La première victime est Chrissy Cunningham, la petite amie de Jason Carvey, le capitaine de l'équipe de basket. Ces meurtres conduisent le groupe jusqu'à Eddie Minson, le chef du Hellfire Club, un club de donjons et dragons.
Eddie est accusé à tort du meurtre de Chrissy et doit se cacher. Très vite, les amis comprennent que ces meurtres sont liés à une nouvelle entité du monde à l'envers. Vecna, une créature terrifiante qui assassine les gens et dévore leur âme. Nancy, Robin, Steve et Eddie mènent l'enquête sur les origines de Vecna et découvrent qu'il est lié à Victor Creel, un homme qui affirme que sa famille a été massacrée dans les années 1950 par une force obscure. Ils vont voir Creel dans un hôpital psychiatrique et apprennent qu'il était persuadé que la maison où il habitait était maudite. Il s'avère que son fils Henry Creel était le tout premier cobaye du laboratoire du Dr Brenner. Plus tard, Henry est devenu Vecna et a été exilé dans le monde à l'envers. En parallèle, Eleven tente de retrouver ses pouvoirs dans un labo secret du gouvernement sous la surveillance du Dr Owens et du Dr Brenner qui a refait surface. Elle se souvient qu'étant enfant, elle a vaincu Henry Creel et l'a projeté dans le monde à l'envers, ce qui a provoqué sa métamorphose en Vecna. Hopper, qui a survécu contre toute attente dans une prison russe, collabore avec Joyce et Murray pour s'évader. Dans la base, il découvre des démogorgons et des preuves que les Russes font des expériences sur le monde à l'envers. Après plusieurs affrontements, il réussit à s'échapper. À Hawkins, les amis comprennent que Vecna se sert de ses victimes pour ouvrir un gigantesque portail entre notre monde et le monde à l'envers. Max, qui est toujours rongé par la mort de Billy, devient la prochaine cible de Vecna. Le groupe découvre cependant que la musique est une arme contre l'emprise de Vecna et parvient à sauver Max grâce à sa chanson préférée, Running Up That Hill de Kate Bush. Le final se joue sur plusieurs fronts à la fois. Eleven revient et affronte Vecna dans un duel psychique, pendant que Nancy, Steve et Robin s'attaquent à son enveloppe physique. Max est grièvement blessé et plonge dans le coma. Vecna, lui, survit. Grâce à son rituel, d'immenses failles s'ouvrent et menacent d'anéantir Hawkins. Dans la toute dernière scène, on voit Eleven et les autres prendre conscience que le monde à l'envers est désormais en train de fusionner directement avec Hawkins. Et ce n'est pas encore la fin. Si vous avez aimé ce résumé, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés.